cette tentative, on peut dire, de déshumanisation pratiquement qui est à l'œuvre encore, c'est-à-dire de continuer à nous remettre dans le cadre de la plantation, c'est-à-dire avec cette identité créole, c'est justement ce que nous refusons. Nous refusons qu'aujourd'hui on nous regarde avec les yeux avec lesquels on nous a regardés de 3 siècles en arrière. À partir de 1492. C'est bien ça, 1492. Mais ce que je veux surtout rebondir sur les enjeux ici. Parce que M. Mabanckou nous a dit, eh bien voilà, il faut maintenant parler au présent. Il faut arrêter avec le passé. Et puis de toutes les façons, il pense que c'est l'identité créole, c'est celle qui est la plus convenable pour nous aujourd'hui. Oui, il est venu nous dire, voilà, il est venu nous dire voilà ce qui nous convient, ce qui nous convient à l'instar donc de tous créoles. Et bien entendu, nous disons à monsieur Mabanckou qu'effectivement, il n'est pas ici en mesure de nous donner des leçons d'identité. Parce que nous connaissons notre identité, nous savons que notre identité n'est pas créole. Notre identité, elle est non seulement martiniquaise, mais elle a aussi sa matrice. Et sa matrice est une matrice africaine. Nous ne pouvons pas accepter que le créole, le blanc créole, nous colle son identité à lui, parce que justement nous avons notre identité. Et comme le disait Dominique, nous avons les éléments historiques qui nous permettent aujourd'hui de dire que voilà, nous ne voulons pas entrer dans cette identité créole, nous la refusons parce que c'est une identité de prédation et c'est une identité de déshumanisation, c'est une identité raciste. Donc nous refusons cette racialisation de notre société et de notre identité. Et je vais même aller beaucoup plus loin. Je crois que justement cette dynamique, comme le disait Madame Larcher, est politique. Cette dynamique de vouloir nous entrer dans l'identité créole est justement une dynamique politique, à des enjeux politiques, parce qu'il s'agit justement de nous écarter de notre identité nationale, c'est-à-dire notre identité martiniquaise. Parce que il est tellement plus simple de s'appeler Martiniquais. Voilà que pour quelle raison vouloir se mettre dans un créole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne repose sur rien. C'est une identité fabriquée, virtuelle. Par ailleurs, les Français et les jeunes enfants qui naissent ici sont autorisés à s'appeler Martiniquais. Puisqu'il faut bien faire remarquer que le terme créole ne s'applique pas aux Blancs qui arrivent ici. Absolument. Aux métros, comme on les appelle, mais bien à nous. À nous, voilà. Donc, il y a une réalité aussi à laquelle il faut se confronter. Comprendre qui est-ce qu'on inclut et qu'on exclut et pourquoi cette inclusion. Puisqu'effectivement, les Blancs restent intouchés. Ils ne sont pas touchés par cette idéologie-là. Absolument. Donc, ils sont entiers. Ils sont entiers et cette offensive, je crois que cette offensive de tous créoles, appuyée donc avec ces injonctions de M. Mabanckou, effectivement, eh bien, cette offensive ne vise qu'à nous détourner de ce qui est essentiel, c'est-à-dire justement l'unité de notre groupe, l'unité du peuple martiniquais, autour justement dans une perspective d'avenir, dans un devenir de Martiniquais. Donc justement poser la question coloniale, poser la question de la domination coloniale. De toutes les façons, si l'association se donne autant de mal pour chercher, parce que je pense que parmi tous les Africains qui écrivent, tous les Antillais qui écrivent des textes autrement tournés, ils auraient eu le choix s'il s'agissait d'instruire. Or là, ils sont dans une démarche assez systématique d'inviter des personnes, soit qui sont des donneuses de leçons, soit qui vont venir nous dire, comme Mabanckou, que les Noirs n'ont rien foutu, qu'ils accusent les Blancs injustement de leurs incapacités, qu'on leur a donné l'indépendance, qu'ils n'en ont rien fait, que ce sont de grands inutiles et des pleureurs ou des pleurnichards, comme le disait Jérémy. Alors, là, maintenant, on va travailler aussi à réfléchir un peu sur l'ouvrage. Je vous ai dit d'entrée de jeu que ce qui nous interpelle quand même aujourd'hui, c'est la facilité avec laquelle les Occidentaux trouvent plutôt des Noirs, enfin, je ne sais pas si ça correspond à quelque chose, en tout cas qui sont manipulés
et payé sans doute et qui acceptent de venir nous dire des choses qui sont assez déplaisantes dans la manière dont elles sont dites, parce qu'elles sont très injustes et très, ce que nous disons en sociologie, très essentialistes, c'est-à-dire il y aurait une essence noire, une essence africaine qui ne foutrait rien, qui serait un gros parasite, comme si avant l'arrivée des coloniaux, les Africains étaient là, assis la gueule ouverte, à attendre que les Blancs arrivent et qu'ils leur disent enfin, voilà 1000 ans que nous crevons la dalle et que nous n'avons pas développé un seul outil pour domestiquer notre environnement. Merci d'être venu nous coloniser. Donc il y a quelque chose là dans cette... Le noir n'a jamais... n'est pas rentré dans l'histoire. N'est pas rentré dans l'histoire, c'est ça. Donc il y a quelque chose dans ce comportement, cette manière qu'on a cette facilité qu'on a d'embaucher ou de débaucher les Noirs, qui vont accepter cette parole essentialiste sur le noir, cette parole qui est absolument contre nature. Cette facilité-là, on l'interroge. Donc d'entrée de jeu, dans son livre, donc Le sanglot de l'homme noir, il cite Fanon, ce qui est absolument perturbant, parce que Fanon, Fanon. Qu'est-ce que cette histoire de peuple noir, de nationalité nègre? Je suis intéressée personnellement au destin français, aux valeurs françaises, à la nation française. Qu'ai-je à faire, moi, d'un empire noir? Donc il dit là que nous n'avons rien à foutre d'être nègre, de noir, de descendre d'une civilisation prestigieuse, puisqu'il disait dans l'émission de Zo que ça ne sert à rien. Ou à quoi ça me sert de savoir qu'il y avait un empire de je ne sais quoi, l'empire de Songhai ou de je ne sais lequel, et à quoi ça sert si, voilà, dans le présent, on est dans cette situation. Il ne faudrait pas justement préciser dans quel contexte Fanon justement, et il est absolument, il cite Fanon à plusieurs reprises, et il est absolument, oui, dans cette manière qu'il a de détourner la parole il est absolument, mais c'est pour ça que Peau noire, masque blanc a des zones d'ombre. C'est un livre qui peut être utilisé par des manipulateurs pour dire, voilà. Donc il dit, on ne va pas s'en prendre à l'homme blanc. Voilà, il écrit une lettre à son fils, c'est les premières pages. Voilà, il ne faut pas s'en prendre à l'homme blanc, il faut s'en prendre à soi-même parce que. Alors, je vous lis un petit passage pour vous donner une impression du type de discours qu'il tient dans ce premier passage, ce premier paragraphe. Petit chapitre peut-être, ou une sorte de préface. Les Noirs en sanglots sont persuadés que notre survie passe par l'anéantissement de la race blanche ou tout au moins par l'inversion des rôles dans le cours de l'histoire. À leurs yeux, le blanc devrait, même pendant quelques heures, ressentir ce que signifie d'être nègre dans ce monde. Or, dans leur inconscient, comme l'affirmait Fanon, deuxième citation, ils traînent le rêve d'être des blancs jusqu'à la fin des temps, alors que ce n'est pas du tout dans ce sens-là que Fanon fait cette analyse. Le noir, donc dixit Fanon, le noir veut être comme le blanc. Pour le noir, il n'y a qu'un destin, et il est blanc. Il y a de cela longtemps, le noir a admis la supériorité indiscutable du blanc et tous ses efforts tendent à réaliser une existence blanche. Alors, par contre, le noir, c'est probablement Mabankou, parce que dans tout son livre, c'est effectivement un cri lancé en direction de sa patrie, la France, son désir de francité, son désir d'une nationalité française qu'aucun blanc français ne mettrait en question est désespérant. Et on a pitié parce que le bon peuple français, qui est plein de bon sens, il ne s'occupe pas des politiciennes de ces élites. Ces élites qui ont inventé des nègres français dans le Pacifique, dans l'Atlantique ou ailleurs. Le bon peuple français, tout enfermé dans sa logique là qu'il est, il dit, c'est moi le français, et je suis blanc. Et c'est blanc un français, et c'est cela qu'il reconnaît. Alors Mabankou est désespérément à la recherche d'un regard de français qui lui dira, oui,
Oui, oui, oui, on te reconnaît comme chez nous. Le seul qu'il a eu, de regard blanc, français, qui lui a dit « oui, tu es bien de chez nous », c'est aux États-Unis où il a dû s'exiler alors qu'il a reçu plein de prix en France. Il a dû s'exiler pour être professeur, alors qu'il est désespérément français, professeur de littérature francophone. Ça veut dire qu'il n'est pas en mesure d'enseigner la littérature française. Il est francophone. Donc les bougnoules entre les bougnoules. Autrement dit, ce qui est très important, c'est comment Mabangkou sort de cette... Donc, il est dans une rencontre avec des Français en Californie, c'est à Los Angeles, et il fait... les Français critiquent les Américains, il les interpelle, et puis ça finit par dire « Ah, vous êtes Français ». Les Français lui disent « Ah, vous êtes Français ». Ils sont très contents d'être entre Français. Ils vont boire, prendre un pot et discutent très longtemps autour de choses qui font que Mabangkou se sent mais dans une plénitude absolue à ce moment-là en Californie, à Los Angeles, complètement français. Et cette plénitude-là, il n'arrive jamais à l'atteindre, ce sentiment-là, à l'atteindre en France, parce qu'en France, eh bien, il y a le bon français qui veille à sa... Alors, je ne sais pas si ça vous inspire. À la Sorbonne, on enseigne la littérature française, c'est-à-dire la littérature française, celle de Gide, celle de Marcel Proust, etc. Et à côté, on enseigne les littératures francophones, qui ne sont pas des littératures françaises, nationales françaises, qui ne sont que des littératures, disons, exotiques. Mais comme nous, pas francophones, c'est le créole, tous ces Français de l'Afrique, le petit nègre, ça c'est de l'exotisme. La Sorbonne ne tolère pas ça. Donc il y a un programme de littérature africaine, de littérature, disons, française, pure et dure. C'est là qu'on enseigne les Voltaire et les Balzac et tous les Stendhal, etc. Et le Georges Sand, ça c'est la vraie littérature française. On enseigne, il y a des chaires, mais à côté, on tolère les littératures francophones, c'est-à-dire un peu le Canada et surtout l'Afrique noire, qui ne font pas partie réellement des littératures. Regardez les dictionnaires. Monsieur Mabangkou est l'exemple typique d'un aliéné, c'est-à-dire quelqu'un qui effectivement a pratiquement intégré sa propre une infériorité qui lui aurait été dictée par l'homme blanc qui dit ne pas être responsable de quoi que ce soit en Afrique ou encore en Amérique, mais tout compte fait, il participe de cette aliénation. Et il est, non seulement il participe, mais il accepte cette aliénation puisqu'il veut en retour nous donner des leçons de désaliénation, puisqu'il nous dit sortez de ce paradigme, sortez de cette vision que vous avez d'eux-mêmes, alors que lui-même il est porteur de cette vision, pour la bonne raison qu'il se sent tout à fait dans une autre peau que celle qu'il porte. La vision qu'il projette. Et bien entendu, c'est pour ça qu'il ne peut pas être solidaire de son groupe, puisqu'il est tellement aliéné lui-même qu'il n'arrive pas à dépasser ce que l'autre l'a appris de lui a appris de lui-même. Donc on comprend bien qu'il est très mal placé pour venir nous parler à nous ici en Martinique, d'autant plus que nous sommes dans une dynamique justement d'apporter la connaissance, et c'est cette connaissance qui va justement désaliéner le peuple martiniquais, qui va effectivement, cette connaissance, cette vérité, comme tu disais Jérémy, qui est destinée justement à démystifier l'homme blanc, à démystifier la civilisation occidentale, qui est une civilisation qui a fondé son essence sur le mensonge, sur la prédation, et effectivement qui a, dans toute son histoire, je ne parle même pas de 1492, je parle d'avant même 1492, qui a fondé sa civilisation, ses antiquités sur le vol, sur le mensonge et le vol d'autres civilisations, et notamment la civilisation noire, la civilisation kamite. Donc on ne peut pas attendre autre chose de M. Mabangkou. Et M. Mabangkou est un fidèle nègre créole. Mais comme on dit, on ne veut pas parler sur lui, c'est-à-dire, c'est une figure. C'est une figure, une voilà. figure que nous appelons de traître, mais quand on lit le livre, on voit que depuis son enfance, voilà, il est dans cette vénération, cette fascination de la France. Il lui faut des gens comme ça, comme lui, donc qui renient leur propre histoire,
pour que puisse exister justement la créolité dans le sens donc d'une chose qu'on a créée, puisque c'est ce que veut dire le mot. Hein. Donc les colons arrivent et ils décident de créer un monde, et ce monde ils le créent sur la base de l'injustice, du pillage, de la torture, du mensonge, voilà, etc., de la négation de l'histoire de certains peuples, de la négation de la valeur humaine de certains peuples. Beaucoup disaient que le noir n'avait pas le sens de l'autocritique, mais on n'a jamais entendu les blancs dire c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait éventuellement que ce soit les noirs qui le disent en particulier? Voilà. Et donc il lui faut des gens comme ça, et il faut des gens comme ça, je dirais, à ceux qui veulent coller une identité créole, des gens qui renient leur histoire et qui donc acceptent une histoire créée de toutes pièces et sur des fondements historiques de torture, d'injustice. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Voilà. Attends, qu'est-ce qu'ils gagnent, ces personnes à dire? Siméon, tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste revenir sur le rapport de Mabankou à son pays d'origine, à son continent d'origine, qui est l'Afrique. Oui. Monsieur Mabankou, nous décrit cette relation qu'il a avec son fils depuis sa naissance, qui est une relation, et c'est là que j'ai vu que ce mec avait un problème, qui est basé sur justement cette volonté d'écarter son fils de son pays d'origine, de son continent d'origine. À telle enseigne qu'il nous raconte en pleine conférence que son fils qui a aujourd'hui 20 ans n'a jamais mis les pieds en Afrique. Et par souci de le ménager justement de ce travail de résilience, de vivre des situations qu'il n'a pas connues, parce qu'il n'est pas l'auteur de ces situations-là, eh bien, il a volontairement caché son fils, en fait. Il le cache dans la forêt occidentale pour que son fils ne soit pas en relation avec cette forêt sauvage africaine, cette forêt, je dirais, imprégnée d'histoires sombres, d'histoires tristes, d'histoires peu valorisantes. Et M. Mabankou va donner l'autorisation à son fils, désormais sur la base de ses 20 ans, de nouer les liens avec, de faire sa propre initiation. Donc le père ne transmet plus quoi que ce soit là. Le père, il est juste là pour protéger, donc il protège à l'excès. Il transmet une sorte de peur et mais de défiance à l'égard du noir. Mon cher petit, la pire des intolérances, c'est celle qui vient des êtres qui te ressemblent. Voilà. Ou bien les gens te diront qu'il faut en vouloir à la France, la charger de tous les péchés du monde. Absolument. Et il est dans ça avec son fils tout le temps. Et ça m'interpelle. Une défiance envers son peuple, envers lui-même, son africanité. Donc ça explique que l'enfant ne soit jamais allé jusqu'à... Et on peut comprendre pourquoi les béquets, enfin tous créoles, l'évitent à Martinique avec un tel discours, une telle posture. Mais tous créoles... La même posture existe en France. Oui. Il ne faut pas que les Antillais s'imaginent qu'il existe un lien entre eux et les Africains. Voilà, tout à fait. Voilà, ça, c'est clair. Avec M. Karam, c'était dit et redit. Et donc, c'est cela qui fait chose. Comme nous avons pu le constater pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'agissant en fait des collabos, nous sommes en face de gens qui collaborent et en conscience. Et ils sont tellement conscients que c'est de la collaboration qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en issue de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont arrêté, ils sont devenus des résistants. Mais je veux dire, c'est pour ce que je veux souligner. Je suis peut-être le petit-fils d'un négrier. Voilà. Donc il est dans ça, il est dans la collaboration. Et il l'assume, c'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Alors il ne maîtrise pas nécessairement en fait tous les tenants et les aboutissants, mais sa posture est celle-là. Et en effet, il est comme le collabo pendant la Deuxième Guerre mondiale français, un blanc, qui en effet est traître parce qu'il est conscient de ce qu'il fait, ce collabo. Il le fait en conscience, il a la connaissance haute, il sait c'est quoi la vérité, il sait que ces êtres-là ne sont pas... Voilà, on lui a proposé quelque chose. Et il considère que ces intérêts-là sont supérieurs à tout autre intérêt. Voilà, et il assume cette posture-là. Et donc, nous sommes dans cette situation. Pas des innocents qui trahissent. Non, pas du tout, parce qu'il faut qu'on les voit et qu'on les décrive à la population pour que la population, parce que nous les voyons, mais il faut que la population comprenne ce qui se passe là. Et donc nous avons un effort de pédagogie en fait à faire. Et donc voilà, ce collabo, il est là, et c'est pour cette raison qu'on peut le qualifier de traite, objectivement.
Et ce collabo sait qu'il est en train de mentir, sait qu'il est en train de faire quelque chose de très grave. Et ce collabo considère en fait qu'il est suffisamment protégé par le système pour sortir indemne. Il a assez de prix. Voilà, cette intégrité physique absolument. Et psychologique en fait. Il n'a pas peur de l'agressivité qui déclenche chez il y a les de l'agressivité, il sait voilà. qu'il y a de l'agressivité, mais il considère en fait, mais il a été surpris d'ailleurs parce qu'il ne s'attendait pas à une telle agressivité. Mais cependant, je pense qu'il a été bien plus bousculé que ce qu'il pensait initialement. Mais cependant, il a pris le risque de le faire. Parce qu'il considère en fait qu'il a ses bulldogs, le système, mais par rapport au discours qu'on lui a tenu. Oui, bien sûr, il a été trompé. Parce qu'en effet, l'approche créole, c'est une approche manipulatrice, ça on le sait. Alors, et évidemment, les premières victimes sont les Noirs, et en l'occurrence, ce n'est pas étonnant que M. Mabankou en soit une victime. Après, c'est à lui de voir s'il maintient sa collaboration ou pas. Alors, eh bien... Ça m'étonne. Voilà. Donc nous sommes devant... Oui, mais parce que c'est un collaborateur, si le vent tourne, il peut tourner, comme à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont tourné. Parce qu'ils savent, voilà. Ils ne sont pas dans les vapes, ils ne vont pas rester dans la collaboration alors que le vent a tourné. Parce qu'ils regardent, ils voient, ils comprennent, ils savent. Le chaud et le froid. Voilà. Tu as dit qu'au début, il dit une chose et à la fin, on a... Voilà. Mais après, donc ils savent. Mais je voudrais terminer mon analyse, ma démonstration. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Maintenant, il y a ceux qui ne savent pas. Il y a les enfants. Et ceux qui n'ont pas pu bénéficier en fait de la connaissance. Et ceux qui, finalement, sont sous la domination du discours en fait qu'ils avalisent. L'enfant qui reçoit le discours des parents fait avec et peut plus ou moins se rebeller selon, je dirais, en fait, sa clairvoyance ou finalement la pertinence de ce discours par rapport à la réalité, en tous les cas, à l'expérience en fait de cet enfant. Mais il y a ces enfants, d'abord et avant tout. Alors, ces enfants, qui va les éduquer? Qui va leur transmettre? Est-ce les collabos ou est-ce les autres? Parce que l'enjeu est très grand là. Et c'est la cause en fait à la transmission. Et c'est pour cette raison qu'il s'adresse à son enfant dans sa stratégie, parce qu'il considère en fait qu'il faut que la génération qui vient demeure de cette stratégie, parce qu'il considère en fait que ses dividendes dépendent de cet ordre mental, de ce conditionnement. Et donc il faut qu'il veille à ce que ce conditionnement se maintienne. Et donc nous y sommes. Nous y sommes. Nous avons une jeunesse. Pour la question, je t'interromps une seconde parce que ce que tu dis là est tellement important. Il lui dit, justement, on te donne, tu dois être dans la posture de celui qui remercie et tu la fermes, tu ne demandes rien en contrepartie. Tu es né ici, donc en parlant de la France, ton destin est ici et tu ne devras pas le perdre de vue. Demande-toi ce que tu apportes à cette patrie sans pour autant attendre d'elle une quelconque récompense. Parce que le monde est ainsi fait. Il y a plus de héros dans l'ombre que dans la lumière. Tu as vu? Une rémission totale. Absolument. Et de le côté... Chaud, absolument. C'est chaud. Mais voilà ce qu'il dit à l'enfant. Et il termine sa lettre sur cette phrase-là. Donc ce que tu dis, le conditionnement et la même mise sur la descendance, elle est là. Elle est là, absolument. Donc il faut qu'on comprenne ça et que par conséquent, nous avons au moins deux catégories d'individus. Il y a ceux qui sont de la stratégie, qui savent et qui sont de la stratégie. Et on peut penser aux intellectuels. Et puis, donc d'emblée, quoi. Et puis, il y a ceux qui sont là, qui ne savent pas. Et il y a le système de transmission. Et ce combat entre, je dirais, ces deux volontés. Une volonté, en fait, que le mensonge, que la falsification perdure et triomphe. Et puis, il y a l'autre volonté qui est là, que la vérité triomphe.